au dîner de Noël, mon grand-père a tapé du poing sur la table. Pourquoi un inconnu contrôle-t-il l'entreprise de plusieurs millions de dollars que je t'ai laissée? Je me suis figé, puis j'ai dit, de quoi parles-tu? Je n'ai même pas $1 à mon nom. Le silence s'est fait dans la pièce. Mes parents et mon frère ont pâli point puis la police est arrivée. À la table du dîner de Noël, mon grand-père a abattu sa main avec force. Pourquoi, alors qu'un parfait étranger est aux commandes de l'entreprise de logistique et d'entreposage frigorifique de plusieurs millions de dollars que j'ai acheté pour ma petite fille? Moi, Tabata Lyon, je me suis figé, la fourchette piquée d'un morceau de dinde en suspens à mi-chemin de ma bouche. Ces mots ont frappé comme un coup de tonnerre, réduisant instantanément toute la pièce au silence. La table était animée quelques secondes auparavant, remplie de rires, de tintements de verre, et de l'odeur de la dinde rôtie et des biscuits au pain d'épices qui embaumaient l'air. Mon grand-père, Sidney, venait de rentrer d'un long voyage d'affaires et était assis en bout de table. Puis, sorti de nulle part, sa paume s'est écrasée contre le bois, faisant trembler tous les verres à vin. Il fixait l'autre bout de la table, sa voix basse mais tranchante comme un couteau. Pourquoi un étranger dirige-t-il l'entreprise de logistique et de stockage frigorifique au Texas, celle que j'ai achetée et mise au nom de Tabata il y a 4 ans? J'ai lentement baissé ma fourchette, laissant mes yeux s'écarquiller dans ce qui ressemblait à un choc total. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé une voix tremblante et confuse. Grand-père, de quoi parles-tu? Je n'ai même pas $1 à mon nom. Comment pourrais-je posséder une entreprise? Le silence qui a suivi était étouffant. Les articulations de mon père ont blanchi autour du couteau à découper. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Mon jeune frère et sa femme ont échangé un regard rapide et nerveux. Personne n'osait parler. Grand-père s'est légèrement penché en avant. Il a expliqué calmement qu'il y a quelques semaines, un ancien partenaire commercial l'avait appelé par erreur, pensant qu'il était toujours impliqué. Le partenaire l'avait félicité pour le nouveau propriétaire, un homme nommé David Carter, qui était désormais entièrement responsable de l'entreprise. J'ai gardé l'expression stupéfaite sur mon visage, demandant doucement, David Carter? Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant. À l'intérieur, tout se bousculait, mais je suis restée silencieuse, observant leur réaction, attendant ce qui allait suivre. La tension dans la pièce était à couper au couteau. Et puis, la police est arrivée. Avez-vous déjà été trahi par vos proches, ceux dont vous pensiez qu'ils vous soutiendraient toujours? Laissez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et je veux vraiment savoir d'où vous venez et ce que vous avez traversé. Et si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite. Rendez-vous dans la deuxième partie. Toute la famille était encore figée, sous le choc de la question de grand-père. Mon grand-père Sidney a plongé la main dans sa mallette et en a sorti un épais dossier de documents fiscaux, que le partenaire commercial lui avait envoyé par erreur par email. Il les a fait glisser sur la table, pointant directement la ligne indiquant David Carter comme étant l'actuel propriétaire principal de l'entreprise de logistique et de stockage frigorifique au Texas. Mon jeune frère, Knox, s'est immédiatement penché en avant, le visage rougissant alors qu'il parcourait rapidement les papiers. Il a secoué la tête et a insisté sur le fait qu'il devait s'agir d'une sorte de confusion, peut-être une autre entreprise avec un nom similaire dans une autre partie de l'État. Sa voix est sortie plus aiguë que d'habitude, se voulant faussement décontractée. Maman est intervenue juste après, posant doucement sa main sur le bras de grand-père. Elle a suggéré qu'il devait être épuisé par le décalage horaire et le long vol de retour, disant que les souvenirs pouvaient devenir flous après de tels voyages. Elle souriait trop largement, essayant de détourner la conversation. Papa Barry a approuvé en coupant une autre tranche de dinde. Même si plus personne ne mangeait, il a convenu que ce soir, c'était Noël, un moment pour la famille et la fête, et non pour parler affaires, une discussion qui pouvait attendre que tout le monde soit reposé. Je suis restée assise là, laissant la confusion se lire sur mon visage, comme si tout cela était nouveau pour moi. Mon esprit s'emballait, mais j'ai gardé un ton doux et déconcerté quand j'ai fini par reprendre la parole. Je leur ai raconté que les 4 dernières années n'avaient été qu'une lutte après l'université, survivant tant bien que mal dans un appartement exigu et délabré à la périphérie de Houston, où les murs étaient fins et la climatisation fonctionnait à peine pendant les étés brutaux du Texas. Il y avait des mois où les nouilles instantanées étaient mon repas principal, complété par les légumes bon marché que je pouvais trouver au magasin Discount. Un Noël en particulier me revient en mémoire. Je venais d'être payé pour un travail temporaire, mais après le loyer et les factures, tout ce que je pouvais m'offrir,
C'était une petite boîte de biscuits d'une marque inconnue du magasin à 1 dollar, emballée dans du papier journal parce que je n'avais pas de papier cadeau. J'ai regardé autour de la table et j'ai demandé calmement pourquoi personne ne m'avait jamais mentionné cette entreprise, si elle était vraiment à mon nom. Ma voix s'est brisée juste assez pour rendre la blessure et la surprise crédibles. Grand-père Sidney a repris à partir de là, expliquant davantage l'appel erroné. Le partenaire avait supposé qu'il supervisait toujours les choses et avait mentionné à quel point David Carter développait bien les installations de l'entrepôt et obtenait de nouveaux contrats pour le transport de marchandises surgelées à travers l'État. Knox a bougé sur sa chaise, marmonnant quelque chose sur la façon dont les emails et les appels pouvaient tout le temps se croiser dans les affaires. Tegan est restée inhabituellement silencieuse à côté de lui, se concentrant sur la nourriture qu'elle poussait dans son assiette. Maman continuait de jeter des coups d'œil à papa, qui s'est raclé la gorge et a suggéré que nous prenions tous un peu de dessert pour détendre l'atmosphère. J'ai insisté un peu plus, demandant à grand-père si le partenaire avait dit autre chose de précis sur le changement de propriétaire. Il a raconté la conversation plus en détail, le partenaire décrivant les récentes mises à niveau des unités de réfrigération et les nouvelles routes de camionnage qui augmentaient considérablement les profits. Chaque mot semblait alourdir l'air, les lumières festives du sapin semblant soudainement moqueuses face à la tension croissante. Papa a essayé de changer de sujet à nouveau, parlant de la bonne odeur de la tarte, mais ses mots sont tombés à plat. Knox évitait tout contact visuel, fixant les documents comme s'ils pouvaient disparaître s'il le voulait assez fort. La main de maman tremblait légèrement alors qu'elle versait plus d'eau dans des verres dans lesquels personne ne buvait. Je me suis penché en arrière, croisant les bras pour cacher à quel point je les gardais volontairement stables. Les démentis s'accumulaient, des excuses vagues se superposant les unes aux autres sans aucune explication réelle. Grand-père n'a pas encore trop insisté, laissant simplement les papiers là, comme une preuve que personne ne pouvait totalement ignorer. La pièce restait tendue, tout le monde attendant que quelqu'un d'autre brise ce face-à-face gênant. Les fourchettes raclaient les assiettes de temps en temps, mais personne ne mangeait vraiment. Je pouvais sentir qu'ils cherchaient intérieurement de meilleures façons de détourner leur malaise, qui grandissait à chaque seconde de silence. Grand-père refusait toujours de lâcher le sujet. Papa a laissé échapper un long soupir, le genre qu'il utilisait pour essayer de paraître raisonnable lors des disputes. Il a soigneusement posé le couteau à découper à côté de son assiette, le métal sonnant doucement contre la porcelaine. Puis il a regardé tout le monde, son expression mêlant inquiétude et patience. Il a commencé par rappeler comment, 4 ans plus tôt, juste après l'obtention de mon diplôme, grand-père avait généreusement mis toute l'entreprise de logistique et de stockage frigorifique, une opération établie avec des entrepôts à l'extérieur de Dallas et des contrats à travers le Texas, à mon nom comme cadeau pour mon avenir. Mais à cette époque, a-t-il dit, je n'avais que 22 ans, fraîchement sorti de l'école et sans expérience réelle du monde des affaires. Gérer quelque chose de cette taille aurait pu me submerger, conduisant à des erreurs coûteuses ou même à la perte de l'actif entier. La famille, a-t-il expliqué, avait simplement accepté d'intervenir et de gérer les opérations quotidiennes, me protégeant temporairement des risques jusqu'à ce que je sois mieux préparé. Maman a enchaîné sans transition, sa voix chaleureuse mais ferme. Elle a décrit leur peur que des partenaires peu scrupuleux n'exploitent mon inexpérience ou que de mauvaises décisions ne conduisent l'entreprise à des difficultés financières, voire à la faillite. Tout ce qu'ils voulaient, a-t-elle insisté, était de sauvegarder l'investissement réfléchi de grand-père pour mon bénéfice à long terme. Knox a hoché la tête vigoureusement de l'autre côté de la table, les soutenant. Il a qualifié cela de choix familial collectif, purement protecteur. Personne ne voulait me voir lutter avec une si lourde responsabilité si tôt dans la vie. Tegan était assise tranquillement à côté de lui, sa fourchette inactive, le regard baissé pour éviter la tension croissante. J'ai laissé la douleur apparaître sur mon visage, les sourcils froncés comme si je traitais la trahison pour la première fois. Me penchant en avant, j'ai demandé d'une voix chargée d'émotion ce qu'impliquait réellement cette gestion temporaire. Avait-il pris des décisions sans mon avis? Pourquoi m'exclure entièrement si l'intention était la protection? Papa m'a rassuré en disant que cela n'impliquait qu'une supervision de routine, le maintien des contrats, le paiement des vendeurs, le réinvestissement des bénéfices. Rien de permanent, a-t-il souligné, et le contrôle serait transféré dès que je me sentirais équipé pour prendre la relève. Maman a fait écho en disant qu'ils avaient évité de m'impliquer pour m'épargner un stress supplémentaire pendant mon adaptation à l'indépendance. Knox a ajouté, il surveillait les performances de près, assurant une croissance régulière sans complications inutiles. Grand-père a interrompu calmement, secouant la tête. Il a de nouveau fait signe vers les documents,
notant que les dossiers indiquaient un changement complet de propriété, et non une tutelle provisoire ou un arrangement fiduciaire. Le front de papa s'est plissé. Il a suggéré de possibles mises à jour administratives à des fins fiscales qui ne modifiaient pas le contrôle familial sous-jacent. Maman a approuvé, mentionnant comment les structures LLC nécessitaient parfois des ajustements formels pour des raisons de responsabilité. J'ai demandé doucement comment ces ajustements avaient abouti à ce que David Carter soit listé comme propriétaire principal, si tout restait détenu par la famille. Mon ton portait une confusion blessée, les yeux brillants pour accentuer les faits. Knox a rejeté cela comme étant probablement une erreur administrative des registres de l'État, courante dans les dossiers du Texas lorsque plusieurs membres existaient. Tegan a finalement bougé mais est restée silencieuse, ses doigts tordant sa serviette. Maman a détourné le sujet davantage en soulignant leur vigilance continue sur les opérations, promettant une transparence totale bientôt. Papa a hoché la tête, proposant une discussion après les fêtes, quand les émotions seraient apaisées. Grand-père a répliqué calmement que les documents officiels montraient un transfert pur et simple, pas une adhésion partagée ou une procuration. La sueur brillait sur la tempe de papa. Le sourire rassurant de maman a vacillé. Knox s'est frotté le cou, mal à l'aise. Les excuses se chevauchaient, technicité, malentendu, mesures de protection, tout pour éviter l'aveu direct de la vente. J'ai observé chaque tic, chaque regard détourné, la façon dont les voix s'élevaient légèrement pour se défendre. L'atmosphère festive s'était complètement évaporée, remplacée par une politesse tendue masquant un malaise plus profond. Les assiettes restaient largement intactes. La conversation tournait en rond, sur la défensive. La patience s'amincissait mais devenait plus insistante. Personne ne cédait de terrain, s'accrochant à de vagues assurances d'intentions temporaires et de transferts futurs. Les lumières du sapin continuaient de clignoter, projetant des ombres colorées sur les visages inquiets. La tension montait régulièrement. Les démentis tenaient bon, mais s'effilochaient sur les bords sous un examen persistant. Grand-père venait de finir de souligner le transfert de propriété. Il a fixé son regard sur Knox, la question pesant lourdement. Grand-père a demandé directement si mon frère se rappelait avoir signé des papiers liés à l'entreprise au cours des dernières années. Knox a cligné des yeux plusieurs fois, posant son verre plus fort que nécessaire. Il a admis qu'il avait mis son nom sur quelques papiers de procuration limitée quand maman et papa le lui avaient demandé, insistant sur le fait que c'était des autorisations mineures nécessaires pour les décisions quotidiennes. Pendant que je m'établissais, grand-père est resté silencieux un instant, puis a attrapé son téléphone. Il a passé un court appel, demandant à quelqu'un d'entrer immédiatement. La porte s'est ouverte peu après. Monsieur Odd est entré avec assurance, mallette à la main. L'avocat de confiance de grand-père l'a posé fermement sur la table, faisant claquer les loquets pour révéler des dossiers organisés. Il a commencé par le document principal en question, un ancien formulaire d'autorisation portant ce qui semblait être ma signature. Monsieur Odd a d'abord souligné la date, notant qu'elle correspondait étrangement à une période où les relevés de voyage me plaçaient à des heures de là, à Austin, pour des entretiens. Des images agrandies ont suivi. Les boucles et les angles différaient subtilement des exemples vérifiés. Une pression plus légère dans certains traits, une inclinaison incohérente dans d'autres, assez de variations pour remettre en question l'authenticité sans déclarer un décalage pur et simple. L'expertise des imprimantes est venue ensuite. Des points jaunes invisibles, intégrés par la plupart des machines de bureau, révélaient que le document provenait d'un appareil utilisé des mois plus tard que la date prétendue, sapant la chronologie d'exécution enregistrée. Papa a suggéré que les copies de remplacement portaient souvent de nouvelles dates d'impression à des fins d'archivage dans les dossiers du Texas. Maman a soutenu cela, mentionnant à quel point les réémissions étaient courantes après les soumissions initiales. Knox a pointé du doigt le service notarial, arguant que le personnel réimprimait fréquemment les originaux perdus et appliquait des dates incorrectes pendant les périodes chargées. Tegan a finalement contribué, proposant que de simples retards administratifs dans les agences de l'État avaient conduit à des corrections de routine modifiant involontairement les métadonnées. J'ai gardé la stupéfaction gravée sur mes traits, demandant innocemment ce que ces détails techniques impliquaient pour le contrôle réel des entrepôts et des contrats. Mes questions ont provoqué des clarifications étendues, exposant davantage de lacunes. Grand-père est intervenu, insistant occasionnellement pour obtenir des détails sur la portée de l'autorisation. Monsieur Odd a souligné les statuts du Texas limitant les procurations aux objectifs déclarés, notant qu'un abus de pouvoir pouvait inviter à un examen minutieux. Les réponses se chevauchaient défensivement. Papa soulignait que l'intention restait toujours protectrice.
Maman insistait sur le fait d'éviter de peser sur mon début de carrière. Knox a réitéré que les formulaires ne permettaient que la continuité opérationnelle, rien qui ne transfère des droits permanents. Tegan a hoché la tête, ajoutant que de tels arrangements protégeaient largement les actifs familiaux. J'ai poursuivi doucement, me demandant pourquoi des procurations s'avéraient nécessaires si la surveillance restait temporaire. La question a suscité des justifications précipitées sur l'efficacité pendant les phases de croissance. Monsieur Odd a affiché des comparaisons côte à côte avec les cartes de signature bancaire de mes comptes. Les divergences persistaient. Variation de l'inclinaison de base, rupture de liaison inhabituelle dans mon écriture authentique. Aucune conclusion définitive de falsification n'a émergé, seulement des signaux d'alarme accumulés exigeant une résolution. L'avocat a souligné qu'un examen d'expert plus approfondi pourrait clarifier l'intention. Les visages autour de la table se sont tendus. Papa a légèrement desserré son col. Maman a bu de l'eau à plusieurs reprises. Knox tambourinait doucement des doigts. Tegan a recommandé d'obtenir les registres notariaux pour vérification. Knox a sauté sur l'occasion, affirmant que cela résoudrait tout rapidement. J'ai exprimé une inquiétude calme quant à la raison pour laquelle de telles étapes semblaient nécessaires, ma voix désormais empreinte d'une blessure apparente. Les réactions se sont intensifiées, les assurances affluant plus vite, moins coordonnées. Grand-père observait calmement, laissant les doutes s'installer. Les preuves planaient au niveau du soupçon, plantant des graines sans accusation totale. Les décorations de vacances contrastaient vivement avec le malaise grandissant. Les défenses tenaient, mais les fissures s'élargissaient sous l'examen. La pièce est devenue plus silencieuse, tout le monde traitant les implications des irrégularités pointées. Monsieur Odd est passé en douceur à la série de documents suivante. Il a étalé une série d'impressions agrandies, chaque document affichant un email anonyme envoyé aux recruteurs des entreprises où j'avais postulé pour des postes de logistique ou de gestion débutants, directement après l'université. Les messages variaient légèrement dans la formulation, mais suivaient un schéma suggérant que je faisais preuve d'une mauvaise éthique de travail, abandonnant souvent mes responsabilités en plein projet, ou créant des drames inutiles dans les équipes, ce qui me rendait inapte aux environnements professionnels. L'avocat a pointé les en-têtes révélant que les domaines de l'expéditeur passaient par des comptes temporaires. Pourtant, les journaux du serveur traçaient constamment l'initiation jusqu'à l'IP résidentielle enregistrée à cette adresse même. Knox a réagi instantanément, se tournant sur son siège pour faire face directement à maman. Son ton portait une frustration vive alors qu'il demandait pourquoi elle avait insisté pour qu'il compose ses notes, les présentant comme une intervention nécessaire pour décourager les postes trop exigeants ou situés trop loin. Les yeux de Tegan se sont écarquillés. Elle s'est penchée en avant, la voix plus aiguë que d'habitude, rappelant à Knox qu'il lui avait spécifiquement demandé de revoir le courrier sortant de l'entreprise et qu'elle était tombée sur des brouillons enregistrés dans son dossier personnel. Elle a maintenu que sa découverte était restée accidentelle, refusant d'accepter une responsabilité partagée pour un mépris qu'elle n'avait jamais approuvé. Papa a tendu les deux paumes dans un geste d'apaisement, essayant de baisser le volume. Il a rappelé à tout le monde que la motivation originale était centrée sur l'orientation de mon début de carrière vers des opportunités locales stables, où la famille pourrait offrir des conseils si des défis surgissaient. Le calme de maman s'est fissuré davantage. L'humidité s'est accumulée dans ses yeux alors qu'elle expliquait l'inquiétude constante liée à la distance, ses communications visaient uniquement à éliminer les options qui pourraient m'isoler dans des villes inconnues sans réseau de soutien. Knox a répliqué rapidement, arguant que son anxiété se traduisait par des actions qu'il se sentait obligé de prendre même lorsqu'il était mal à l'aise. Il a revendiqué sa réticence tout au long du processus, mais a cédé à l'inquiétude parentale persistante. Tegan a contesté ce récit, rappelant des conversations où Knox exprimait sa confiance que l'approche bénéficierait finalement à tout le monde en me gardant plus proche à long terme. Je suis resté immobile, absorbant chaque nuance, la façon dont les voix se chevauchaient dans des gestes de défense, devenant plus animés, les visages rougissant d'un mélange de défensive et de regret. Quelques questions de ma part, formulées comme des interrogations confuses sur des candidatures rejetées particulières, ont suscité des souvenirs plus détaillés, élargissant la coordination exposée. Les tentatives de modération de papa se sont affaiblies. Ses appels à comprendre le contexte de l'intention protectrice sont tombés à plat face aux accusations grandissantes. Maman essuyait ses larmes, qui coulaient maintenant librement, répétant des variations sur le fait de vouloir la proximité et la sécurité pour sa fille avant tout. Knox a rejeté ces répétitions comme des excuses masquant un contrôle excessif. Il a déplacé le blâme vers l'initiative parentale tout en minimisant son rôle d'exécution. Tegan s'est distancié davantage,
soulignant sa surprise en apprenant l'ampleur totale grâce à des découvertes ultérieures. Elle a exprimé sa déception envers Knox pour ne pas l'avoir divulgué plus tôt. Grand-père regardait, impassible. Monsieur Oda a arrangé les horodatage chronologiquement, illustrant la cohérence du modèle sur plusieurs cycles d'embauche. Les réponses se sont fragmentées. Knox a concédé la rédaction mais a minimisé l'influence. Maman a reconnu sa contribution, mais l'a recadrée comme une suggestion douce. Tegan a souligné des cas où les messages s'alignaient avec des périodes où elle ne gérait aucune correspondance indépendamment. Les récriminations internes ont dominé la discussion. Chaque participant gardait sa responsabilité personnelle tout en soulignant la plus grande implication des autres. J'intervenais au minimum, mes questions faisant ressortir des détails chronologiques supplémentaires sans révéler mes connaissances préalables. La présentation méthodique de l'avocat a amplifié les divisions naturellement. Les entrées de journal corrélaient précisément avec l'activité en ligne du foyer pendant les heures de soirée typiques. Knox a admis avoir rédigé sous la direction des autres. Maman a insisté sur une inquiétude mal interprétée. Tegan a souligné une conscience limitée. Papa a appelé à plusieurs reprises à la perspective sur les circonstances difficiles ayant motivé les décisions, bien que sa conviction s'estompait. J'ai noté calmement comment certains rejets coïncidaient avec des étapes clés de ma carrière. Les réponses arrivaient précipitamment, justification s'en mêlant davantage. La tension se resserrait. Les alliances se tendaient visiblement sous le poids de l'exposition mutuelle. Grand-père restait observateur. Les pièces à conviction reposaient là, témoignage silencieux d'une interférence orchestrée. Les voix ont fini par s'amenuiser, l'épuisement prenant le pas sur la défensive. Un ressentiment non résolu persistait lourdement. Aucun aveu n'a touché la vente elle-même. L'attention restait bloquée sur le sabotage de carrière. Le fossé s'est creusé de manière palpable. Des fractures permanentes sous les tentatives de réconciliation de surface. Grand-père a levé la main, paume vers l'extérieur, exigeant le silence au milieu de l'argumentation qui s'intensifiait. Les chamailleries ont cessé brusquement, chaque tête pivotant vers lui. Ses yeux portaient une détermination glaciale que j'avais rarement vue, même lors des négociations commerciales difficiles qu'il avait l'habitude de décrire de ses jeunes années. Il a pris une lente inspiration avant de parler, la voix stable et dénuée de chaleur. Il a révélé que plusieurs mois plus tôt, après que des soupçons initiaux soient apparus suite à des rapports irréguliers, il avait consulté des professionnels et mis à jour ses dernières volontés et son testament. Le nouveau document révoquait toutes les dispositions précédentes bénéficiant à papa, maman, Knox ou Tegan, redirigeant la totalité des actifs restants, y compris les propriétés, les investissements et les fiducies, exclusivement vers moi en tant qu'unique héritière. Monsieur Oda a confirmé calmement, faisant glisser la copie certifiée pour consultation. Les sceaux notariés et les signatures des témoins brillaient sous la lumière de la salle à manger. L'avocat est ensuite passé sans transition à la preuve finale. Il a affiché des comparaisons forensiques agrandies de la signature du contrat transférant l'entreprise de logistique et de stockage frigorifique à David Carter. Des superpositions côte à côte mettaient en évidence des idiosyncrasies identiques, une boucle spécifique dans certaines lettres, des points de levée de stylo constants et des modèles de distribution de pression qui correspondaient aux échantillons authentifiés de Knox avec une certitude de 99%. Les dossiers financiers ont suivi immédiatement. Des relevés détaillés traçaient des virements bancaires substantiels de l'acheteur vers un compte conjoint détenu depuis longtemps et contrôlé par mes parents, catégorisé explicitement comme paiement pour la vente d'actifs commerciaux. La résistance de Knox s'est effondrée visiblement. Les épaules affaissées, il a finalement avoué le stratagème complet. Ils avaient orchestré la vente pure et simple pour générer un capital urgent afin d'éviter la saisie imminente de l'entreprise de construction de papa, en difficulté, qui faisait face à des privilèges de fournisseurs paralysants et à des exigences bancaires. L'implication de Tegan a émergé dans son explication. Elle avait tiré parti de ses relations dans l'industrie pour identifier David Carter comme un acheteur discret capable de conclure rapidement sans diligence raisonnable approfondie. Maman a laissé échapper un son étouffé, pressant ses doigts contre ses lèvres. Papa a grippé le bord de la table, les articulations blanchissant davantage. Les larmes de Tegan ont commencé à couler librement, des protestations sortant en cascade, affirmant que son rôle était resté limité à l'introduction, ne s'étendant jamais à la préparation des documents. Grand-père a répondu sans hausser le ton, soulignant que la tromperie coordonnée s'étendait sur des années, interférant avec mon indépendance tout en exploitant le cadeau destiné uniquement à ma sécurité. Monsieur Oda a souligné calmement les statuts applicables du Texas,
la falsification d'instruments affectant les droits de propriété entraînait de lourdes pénalités, aggravées par des accusations de fraude potentielle lorsque la fausse déclaration induisait le transfert. Un coup délibéré a résonné depuis l'entrée. Grand-père a hoché la tête pour donner la permission. 2 officiers en uniforme sont entrés, un signe visible, attitude professionnelle mais ferme. Ils ont expliqué que leur arrivée découlait du dépôt préalable d'une plainte pour fraude documentaire présumée, soutenue par des conclusions préliminaires d'experts. L'un a commencé à photographier les pièces à conviction avec consentement, tandis que l'autre signifiait formellement les convocations. Les papiers ont été tendus d'abord à Knox, puis à Papa, des avis officiels exigeant une présence immédiate pour un interrogatoire d'enquête concernant la falsification alléguée de signatures et la cession non autorisée d'actifs. Tegan a éclaté en sanglots, s'agrippant à la manche de Knox tout en plaidant avec les officiers que les malentendus pouvaient se résoudre en privé, entre proches. Les jambes de maman se sont dérobées légèrement. Elle s'est enfoncée plus profondément dans son siège, le visage enfoui dans ses mains alors que des sanglots silencieux s'échappaient. Papa a accepté la signification machinalement, les yeux fixés vers le bas. Knox a fixé la convocation, le regard vide, chuchotant des excuses fragmentées sur le désespoir qui avait conduit à de mauvais choix. J'ai attendu que les officiers terminent le protocole avant de parler. Ma voix a émergé, égale, dépouillée de toute prétention antérieure. J'ai déclaré clairement qu'ils avaient donné la priorité à la préservation de leur mode de vie sur mon avenir confié, choisissant de liquider ce qui ne leur appartenait pas. Les conséquences suivaient maintenant inévitablement, sans intervention ni clémence de ma part. Les officiers ont conseillé de retenir un avocat rapidement, notant que les procédures avanceraient par les voies appropriées. Ils sont partis courtoisement, laissant des copies et des coordonnées. Un lourd silence est retombé. La musique de vacances provenant d'un haut-parleur distant semblait absurdement déplacée. Maman a tendu une main tremblante à travers la table, murmurant des appels brisés au dialogue, à la guérison familiale malgré les erreurs. Papa a fait écho faiblement, faisant référence aux pressions qui avaient obscurci son jugement pendant la crise financière. Tegan continuait de pleurer, se demandant comment la protection s'était transformée en ces dommages irréversibles. Knox est resté muet, la tête baissée dans une défaite apparente. Grand-père a rassemblé les pages éparpillées méthodiquement. Monsieur Odd a sécurisé les documents, offrant des remarques de clôture mesurées. J'ai réitéré que la décision reposait entièrement sur eux, des années auparavant. La miséricorde exigeait un remords assez sincère pour défaire le mal, ce qui était impossible ici. Aucun autre mot n'a été échangé. La soirée s'est dissoute dans des lendemains fracturés, des liens rompus au-delà de toute réparation. Les officiers sont sortis dans la nuit froide du Texas, les papiers de convocation laissés derrière comme des avis finaux. Une année entière s'est écoulée dans un engrenage de procédures judiciaires qui a testé chaque parcelle de résolution que j'avais accumulée. Le procès civil s'est traîné à travers les dépositions, les phases de découverte et les multiples comparutions au tribunal dans le centre-ville de Houston, où je suis resté assise pendant des heures sous les lumières fluorescentes, répondant à des questions sur des chronologies que je connaissais déjà par cœur. Les nuits se confondaient en examens anxieux d'affidavits et de rapports d'experts. Le sommeil était fracturé par les inquiétudes quant à savoir si les preuves forensiques tiendraient face aux défenses invoquant la bonne foi ou des erreurs administratives. L'équipe juridique de David Carter a plaidé avec succès qu'il avait acheté en croyant légitimement au titre de propriété, réduisant le montant recouvrable à une restitution partielle plutôt qu'à la valeur totale de l'entreprise. Le règlement est finalement arrivé, suffisant pour fournir une base, mais bien loin de restaurer tout ce qui avait été perdu en opportunité et en croissance au cours de ces années volées. L'ordonnance du juge a imposé le paiement par versement structuré, surveillé de près pour empêcher l'évasion. Le monde de mon ancienne famille s'est effondré régulièrement. L'entreprise de construction de papa a fait faillite sous le poids combiné des dettes existantes et des nouveaux frais juridiques, forçant une liquidation selon le chapitre 7 qui a anéanti l'équipement, les contrats et la réputation bâtis sur des décennies. Maman et papa ont vendu la maison familiale en banlieue, un lieu rempli de souvenirs d'enfance désormais souillés, pour couvrir les obligations croissantes, déménageant dans un modeste appartement de location à la périphérie de la ville, où les décorations de vacances n'apparaissaient plus. Knox a fait face à des conséquences séparées de l'enquête pour fraude. Les conditions de probation et les ordonnances de restitution ont mis ses finances à rude épreuve. Tegan a demandé le divorce au milieu du processus, citant des différences irréconciliables enracinées dans les retombées. Elle est retournée dans sa ville natale, cherchant à s'éloigner du scandale qui affectait son réseau professionnel. J'ai réinvesti chaque dollar du règlement dans le lancement d'une plus petite entreprise de logistique,
axé sur des mini-unités de stockage frigorifique pour les producteurs locaux, les agriculteurs, les marchés, les petits distributeurs alimentaires et les restaurants ayant besoin d'espaces de débordement flexibles autour de la grande région de Houston. Les premiers mois se sont avérés brutaux. Sécuriser les premiers clients nécessitait des appels à froid, des stands dans les salons professionnels et des tarifs réduits pour instaurer la confiance. Le capital était étiré, couvrant les baux d'entrepôt et les achats de remorques réfrigérées, les retards de paie testant la loyauté des quelques employés que j'avais embauchés. La trésorerie s'est stabilisée progressivement grâce à un réseautage persistant lors d'événements de l'industrie et à une prestation de services fiable. Les contrats renouvelés ont émergé de partenaires satisfaits, en recommandant d'autres, la rotation des stocks s'améliorant de mois en mois. Mon grand-père Sidney a déménagé dans un condo confortable à proximité, offrant des conseils informels tirés de sa longue carrière, négociation avec les fournisseurs, optimisation des itinéraires, évaluation des risques. Des conseils qui se sont avérés inestimables sans être envahissants. Il se joignait aux visites occasionnelles sur site, sa fierté évidente alors que les opérations s'étendaient d'une installation à des emplacements satellites loués desservant les comtés environnants. Le contact avec mes parents et mon frère a cessé entièrement. Les numéros bloqués empêchaient la communication directe, bien que des messages occasionnels de maman arrivaient via des connaissances communes, de brèves excuses exprimant des regrets et des espoirs d'une éventuelle réconciliation. Je les supprimais sans les lire, reconnaissant les modèles de manipulation sous le remords de surface. La guérison exigeait des limites, pas des blessures ouvertes. Les jalons professionnels s'accumulaient tranquillement. Premier trimestre rentable, prime de rétention des employés. Avis positif de clients valorisant un service personnalisé absent chez les plus grands concurrents. La routine personnelle s'est installée dans un rythme. Contrôle matinaux des entrepôts, paperasse le soir, temps libre le week-end à lire des revues de l'industrie ou à marcher sur les sentiers locaux pour s'éclaircir les idées. La présence de grand-père offrait une compagnie stable, repas partagés, discussions sur les tendances du marché, soirées tranquilles à regarder des matchs. Ces encouragements renforçaient les choix faits. L'indépendance financière devenait tangible, les comptes reflétant des progrès durement gagnés plutôt que la dépendance ou la tromperie. L'ombre de la trahison persistait dans les moments de doute, mais l'élan vers l'avant l'éclipsait de plus en plus. Les licences commerciales étaient renouvelées sans heurts. Police d'assurance mise à jour, petits rassemblements d'équipes marquant des réalisations comme l'ajout de nouveaux véhicules. Les liens communautaires se sont renforcés grâce à l'implication dans la chambre de commerce et le parrainage d'événements locaux soutenant l'agriculture du Texas. La santé de grand-père restait robuste. Ses idées affûtaient les stratégies au milieu des coûts de carburant fluctuants et des changements dans la chaîne d'approvisionnement. L'isolement vis-à-vis des parents par le sang a évolué vers une solitude choisie, une paix dérivée de l'autonomie. Les réflexions sur cette nuit de Noël faisaient rarement surface, servant de rappel plutôt que de regret. La croissance s'est poursuivie progressivement. Des unités réfrigérées supplémentaires ont été ajoutées. La liste des chauffeurs s'est diversifiée, la base de clients réduisant les risques liés à un point unique. La stabilité semblait méritée, les fondations solides contre les incertitudes futures. Grand-père remarquait souvent la résilience affichée, la satisfaction évidente en observant l'entreprise prospérer sous ma direction. La vie s'est remodelée autour de l'authenticité, libérée de la toxicité héritée. Depuis le petit bureau de ma nouvelle entreprise de logistique au Texas, j'ai commencé à poster mon histoire anonymement sur un forum en ligne dédié aux personnes ayant été financièrement exploitées par des proches. Le fil de discussion a gagné en popularité, d'abord discrètement, les vues augmentant, quelques réponses sympathiques arrivant au compte-gouttes de la part d'étrangers confrontés à des disputes d'héritage similaires ou à des fraudes fraternelles. Un soir, après la fermeture de l'entrepôt, j'ai remarqué un message privé d'une jeune femme d'une vingtaine d'années vivant dans l'Oklahoma. Elle décrivait comment son frère aîné avait discrètement transféré les terres agricoles familiales, léguées par leur défunte grand-mère, à son nom en utilisant des documents falsifiés pendant qu'elle était à l'école d'infirmière. Nous avons échangé plusieurs messages au cours des semaines suivantes. J'ai partagé des ressources que j'avais rassemblées lors de mon propre cas, nom d'organisation d'aide juridique pro bono dans son état, modèle pour déposer des plaintes auprès du greffier du comté, conseil pour rassembler des dossiers bancaires sans alerter l'auteur. Elle m'a tenu au courant de chaque étape, la consultation initiale, le dépôt de la poursuite civile pour transfert frauduleux, la participation à des séances de médiation qui n'ont mené nulle part. Je restais éveillé tard pour répondre, offrant des encouragements lorsque les dépositions ébranlaient sa confiance. L'affaire s'est conclue en sa faveur après des mois d'aller-retour. Le juge a ordonné la restauration du titre et des dommages-intérêts compensatoires.
Elle m'a envoyé une lettre manuscrite sur du papier à lettres simples, des pages remplies de gratitude pour les conseils qui avaient transformé une peur accablante en étapes concrètes. Des contacts similaires ont suivi progressivement. Un homme du Colorado m'a contacté au sujet de ses parents redirigeant les distributions de fiducie destinées à son éducation. Une sœur en Floride a décrit une tante liquidant des comptes d'investissement partagés sans consentement. J'ai réservé des heures le week-end pour des consultations virtuelles, examinant les documents qu'ils téléchargeaient en toute sécurité, suggérant des questions pour leurs avocats, et expliquant les précédents spécifiques au Texas qui influençaient parfois les affaires multi-États. Aucun honoraire n'a jamais été échangé. La satisfaction venait de voir des schémas que je reconnaissais évoluer vers une résolution. Des victimes confuses gagnant en clarté, prenant le contrôle au lieu de rester paralysées. Grand-père Sidney est devenu un visiteur régulier du bureau. Il arrivait en milieu de matinée avec du café du dîner local, s'installant dans la chaise supplémentaire pendant que je traitais les factures ou la planification des itinéraires. Les conversations dérivaient souvent vers des réflexions sur la justice. Il reconnaissait que le chemin s'avérait bien plus rocailleux que ne le suggérait la colère vertueuse initiale, paperasse interminable, audience retardée, recouvrement partiel plutôt que restauration complète. Pourtant, il soulignait la croissance observée dans ma gestion des revers, des décisions fondées sur l'expérience plutôt que sur la réaction. La fierté apparaissait dans son ton lorsqu'il discutait des expansions de clients ou des jalons des employés. Noël a entièrement changé de sens. Les décorations apparaissaient avec parcimonie, un petit arbre sur le bureau de la réception, des lumières le long de l'entrée de l'entrepôt pour l'appréciation du personnel. La date n'évoquait plus de rassemblements forcés ou d'agendas cachés, servant plutôt de rappel annuel pour prioriser l'autopréservation. Je voyais la famille à travers une lentille plus claire. Désormais, la connexion se gagnait par un respect constant, et non par le lien du sang. Le pardon restait possible, mais uniquement envers un changement démontré, pas envers un mal répété. La piqûre des trahisons s'est émoussée avec le temps, remplacée par un but dérivé de l'aide apportée aux autres pour naviguer dans une obscurité similaire. Chaque histoire de succès renforçait le choix de couper les liens toxiques, laissant de la place pour des relations plus saines fondées sur la confiance mutuelle. Grand-père notait fréquemment comment l'épreuve avait forgé une résilience inimaginable auparavant. Une satisfaction tranquille accompagnait le fait de voir l'entreprise prospérer sur l'intégrité, libérée des ombres du passé. La leçon s'est installée. Une parenté profonde ne confère aucun droit automatique à la loyauté. La protection commence intérieurement. Les limites sont essentielles contre ceux qui se sont avérés peu disposés à les respecter. Couper le contact n'était pas de la cruauté. Cela a permis la survie, la croissance et une contribution éventuelle au-delà de la douleur personnelle. La vie a continué d'avancer, ancrée dans des choix alignés sur des valeurs durement acquises. La paix est arrivée non pas par la réconciliation, mais par l'acceptation de la réalité et l'engagement envers des normes différentes. Aider les autres est apparu comme une rédemption silencieuse, transformant les blessures privées en force partagée. La présence de grand-père a ancré la routine quotidienne. Sa sagesse complétait les exigences opérationnelles. L'entreprise s'est développée régulièrement, unités réfrigérées supplémentaires, rayons de livraison plus larges couvrant les corridors du centre du Texas. L'implication communautaire a grandi naturellement, parrainant des collectes de banques alimentaires locales, s'associant à de petites fermes pour des besoins fiables en chaîne du froid. L'épanouissement personnel découlait de l'indépendance atteinte, d'un but découvert en soutenant des individus vulnérables face à la tromperie familiale. La réflexion a apporté la clarté. Les liens du sang ne garantissent rien. C'est le caractère qui définit la valeur. Le pardon refusé aux traîtres impénitents a protégé le bien-être futur. Avancer signifiait embrasser l'autonomie, offrir de l'aide, vivre authentiquement et de manière sélective. Le voyage, bien que douloureux, a apporté une maturité et une direction imprévues. Grand-père l'a le mieux résumé lors d'une pause café. La justice arrive parfois incomplète, mais l'évolution personnelle complète la victoire. Cette perspective a tout guidé. Désormais, les décisions commerciales, les efforts de sensibilisation, les perspectives quotidiennes. Noël marquait le renouveau, pas la perte. Un jour renforçant la vigilance et la gratitude pour les chemins choisis. La vérité fondamentale restait privée, mais profonde, la famille gagne sa place. L'absence de toxicité crée de la place pour une véritable connexion. La vie reconstruite sur des termes solides a continué avec une confiance tranquille.